Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Semek Podi a reçu hier Patrice Talon. Le chef de l'État a rendu compte des résultats obtenus pendant près de 5 ans de gouvernance. Les détails dans ce journal. Financement public des partis politiques, la seconde et dernière tranche des fonds alloués aux formations politiques légalement reconnues a été remise à la Sénat pour le compte de l'année 2020. Et puis, hors du Bénin, les Ougandais étaient aux urnes hier. Au lendemain du scrutin législatif et présidentiel, ils attendent avec impatience les résultats. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La commune de Semek Podi a offert hier son hospitalité à Patrice Talon. Le chef de l'État a fait le compte rendu de sa gouvernance en près de 5 ans aux fils et filles de la localité. Une localité fortement impactée par les réalisations du programme d'action du gouvernement. Les précisions de Jérôme Hongbo, Jean Nombimin et Mohamed Biyo. Ici, nous sommes sur le site SBJ Oshofa, une expérimentation grandeur nature du gouvernement. Cette rue asphaltée sur plus de 2 km vient faciliter aux chrétiens célestes venus du monde entier chaque fin d'année l'accès à leur site de pèlerinage pour la nativité. Non loin de là, à Sekandi, une autre réalisation du PAG, un véritable raccourci, fait la fierté et la joie des usagers et des habitants de Semek Podi. Cette infrastructure conduit directement au Ciné Concorde à Cotonou. Aujourd'hui, la population de cette commune frontalière du Nigeria accueille en masse, dans une ferveur comparable à celle de 2016, l'artisan de ces réalisations. Je sais combien ces mains me portent, mais je n'ai pas imaginé un instant que l'enthousiasme de l'accueil serait aussi débordant. Votre accueil m'honore sincèrement. Je suis vraiment à la maison, ici, à Semek Podi. En ces mêmes lieux, en 2016, le candidat Patrice Talon avait promis de revenir après son investiture et d'asphalter la voie Djefagar-Ekpe. C'est maintenant le lieu pour nous de saluer et de vous féliciter pour votre sens élevé de la parole donnée. Parce que vous avez tenu parole et que ces promesses ont été effectivement réalisées. Oui, vous avez emprunté la voie que vous avez promise à la population en ces mêmes lieux. Votre appui pourrait consister en l'implantation d'un hôpital de zone à Semek Podi,
qui en a plus que jamais besoin. Nous souhaitons, de la part du gouvernement, la construction de la voie Kéton-Yagbe, environ 15 km, la construction de la route Kraké-Daho, village Toré, l'achèvement de l'éclairage de la route Dia-Oodi, la construction de la voie Carrefour Djefa-Podi-Misrete PK18, la construction d'une voie de contournement nord dans l'arrondissement d'Aglangana. Tout comme certaines communes phares du Bénin, Patrice Talon porte Semekpodji dans son cœur, en raison de sa position stratégique entre Porto Novo, Cotonou et le Nigeria, et son économie qui repose sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce. Plusieurs projets structurants dans le viseur du gouvernement feront de cette commune un pôle de développement et de transformation du Bénin. Maintenant que nous avons commencé à avoir du courant, la zone franche sera une réalité. Avant ça, ce n'était pas possible. On ne peut pas industrialiser un pays aujourd'hui sans électricité. Pendant 100 ans, la zone franche restera dans cet état si au Bénin il n'y a pas de courant, pas d'énergie. Désormais, nous pourrons avoir l'espoir que ce sera fait. Le contournement nord qui concerne Aglanganda, qui va développer toute cette zone, les études sont en cours, vous savez. Théoriquement, avant la fin de cette année, les travaux vont démarrer. L'autoroute Sémé-Porte-Novo par le nouveau pont, c'est un projet qui fait partie du bilan de nos 5 ans que nous venons de passer ensemble. Le démarrage saurait tarder. Elle sera bientôt une réalité. Sémé City va enfin commencer à implanter ses infrastructures au cours de cette année 2021. Les autres aspects de la gouvernance ont permis aux concitoyens de se faire une idée des projections pour un mieux-être du pays. Les populations de la commune du futur Centre international de l'innovation et du savoir ont exprimé toute leur reconnaissance au chef de l'État. On les écoute au micro de Jérôme Hongbo, Jean Lambima et Mohamed Bio. C'est vraiment juste de faire cette démarche pour permettre à la population à la base, non seulement de voir physiquement leur président, de renouer avec cette chaleur à laquelle nous étions habitués pendant les campagnes électorales, et de surtout l'écouter, d'avoir ces paroles-là de sa propre bouche. C'est très important. Et ce que nous avons vécu ce soir, cela a renforcé la confiance des Semekpodjinou. Et je suis vraiment fier d'avoir été à ce rendez-vous. J'ai vu un chef de l'État courageux qui aborde les réformes sans état d'âme, sans craindre les candidatons. C'est quelqu'un qui a une vision et qui sait où il va. C'est très important. Un homme avec une vision, il vaut mieux lui faire confiance. Et cette assurance qu'on nous a donnée ce soir, savoir la renaissance du Bénin. Quand le chef de l'État, en 2016, disait que quand je vais finir mon mandat de 5 ans, les Béninois vont me porter en triomphe, aujourd'hui nous sommes en train de constater effectivement que le chef d'État aujourd'hui, on peut effectivement, comment on appelle, le porter en triomphe. Parce que ces actions, franchement, on ne peut pas énumérer. Aujourd'hui, vous savez avec moi, l'accès à l'eau potable est devenu une réalité. L'électricité aujourd'hui qui hier venait par terre, est devenue une réalité. Il y a la stabilité au niveau, comment on appelle, de l'électricité. Les réformes du chef de l'État dans le secteur de la santé, les malades ont retrouvé leur dignité dans nos centres de santé. Hier, on les bafouait, hier, on ne les regardait pas. Mais aujourd'hui, grâce aux réformes opérées par le chef de l'État dans le secteur de la santé, fait qu'aujourd'hui, les malades ont retrouvé leur lettre, comment on appelle, de noblesse. Sémé City, aujourd'hui, qui est en cours de réalisation, c'est grâce au chef de l'État. Donc, à Semekpodji, nous avons beaucoup reçu des œuvres du chef de l'État. Le renouvellement de l'ambiance démocratique que nous allons revoir bientôt, tout ceci me rassure. Je voudrais aussi ajouter que mon souhait le plus absolu, c'est que le chef de l'État milite aussi à la faveur de la présence de la gente féminine au sein du conseil communal. Ils sont 33 conseils communaux, mais pas une seule femme. Là, je voudrais qu'il y ait une correction à ce niveau. Al-Fatah, ils ont amené, au moins Semekpodji a bénéficié beaucoup dedans. Et beaucoup de parties communes au Bénin, ils ont bénéficié pas mal dans l'alphatage. Et puis ça là,
Vraiment, un système sécuritaire, ça va très bien dans le pays. Vraiment, les policiers ils respectent la population aussi respecte bien les policiers, et puis tout va bien. C'est inédit, c'est du jamais vu, du jamais assisté. Je voudrais vous dire, répéter ici, que c'est un président de la République exceptionnel. Il a accepté faire ce qui est nécessaire pour le pays et il vient de donner corps à ce qu'on appelle reddition de comptes à la population. C'est ce que ça voudrait dire. Il a parcouru pratiquement les 77 communes de notre pays. Bravo pour lui et je lui dis merci. Tout ce qui a été fait dans les communes notamment où la roche est dure. Je prends Dassa et consorts. Des populations aujourd'hui ont accès à l'eau potable qui fait partie aujourd'hui eau potable des ressources primordiales élémentaires pour une population. On ne peut être que satisfait. Lorsque vous travaillez comme moi et que vous avez un cabinet d'avocats, lorsque vous avez une entreprise et qu'à 16h on vous coupe le courant et que vous ne pouvez pas sortir des documents, vous ne pouvez pas produire de la tomate, vous ne pouvez pas emballer, ce sont des méfaits qui nuisent à votre entreprise. Aujourd'hui, en 5 ans, c'est des choses qui n'existent plus et qui permettent à la population qui travaille de continuer à produire. Donc le bilan ne peut être que réjouissant et j'oublie des secteurs, l'agriculture, la noix de cajou, l'anacarde, les routes, l'asphaltage. Le bilan ne peut être que satisfaisant, même si, en tant qu'être humain, nous attendons encore plus de lui dans les 5 ans à venir. Aujourd'hui, nous avons l'accès facile à ce terrain de stade. Avant, c'était vraiment dégradé. La voie était impraticable. Donc, au moins, nous avons bénéficié de ça actuellement. Également, il y a les lampadaires solaires. Nous en avons bénéficié également. Beaucoup de choses ont changé sur le plan social, sur le plan économique. On prend à présent la direction d'Akpro Miserete, 13e étape de la tournée nationale du président de la République. Au programme, même exercice que dans les autres communes. Patrice Talon a une nouvelle fois fait son bilan quinquennal. Reportage. Elle est située à moins d'une quinzaine de kilomètres de la ville capitale. Elle sert de cité dortoir pour une bonne partie des habitants de Porto Novo. Mieux, elle joue un rôle vital, celui de grenier, de par son caractère rural. Akpro Miserete, 13e étape de la tournée de reddition de comptes du président de la République. Sa population n'y croyait presque plus. Son maire l'a avoué. Lorsqu'il nous avait été annoncé, début décembre 2020, que le chef de l'État, dans sa tournée, ne venait plus chez nous à Akpro Miserete, un sentiment de profonde tristesse, de deuil nous avait envahi. Comme un amoureux rejeté, nous nous posions 1001 questions. Aujourd'hui, comme les chrétiens à la Pâque, les musulmans le jour du Ramadan, les adeptes de nos religions endogènes le 10 janvier, nous tressaillons de joie. Tout Akpro Miserete est rempli d'allégresse. Akpro Miserete s'honore de cette infrastructure routière. Elle traverse la commune sur 12 km. Elle fait d'elle un carrefour stratégique des communes du département de Lomé. Merci à vous et votre gouvernement pour l'aménagement de la route nationale inter-État RNIE1 traversant la commune sur 12 km. La réalisation en cours des 3 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans les arrondissements d'Akpro Miserete, de Katagon et de Sungomé. La réalisation d'un point numérique communautaire au centre des jeunes et de loisirs de la commune. L'implantation des fibres à câble optique le long de la route nationale inter-État traversant la commune dans les arrondissements de Vakon et Akpro Miserete. Derrière cette immense satisfaction se dresse un long chapelet de doléances. Akpro Miserete, jalouse de la commune sœur de Porto Novo,
aujourd'hui métamorphosée grâce au PAG, le programme d'action du gouvernement. Oui, nous sommes ambitieusement et sainement jaloux des communes sœurs qui s'embellissent de jour en jour grâce à ce projet dont tout le mérite vous revient. Pour ce qui nous concerne, l'asphaltage dont se réjouissent nos frères et sœurs de Porto-Novo s'arrête juste à l'entrée de notre commune, d'un côté à Louo, aux portes de l'arrondissement de Vacon, et de l'autre aux portes de Danto. Conséquence, toutes les eaux de ruissellement de Louo et de Danto venant de Porto-Novo sont déversées à Accro-Misirité, rendant désastreuses nos routes déjà dégradées en temps ordinaire. Changer de paradigme, c'est le défi que s'est lancé Patrice Talon, alors candidat en 2016. 5 ans après, il voudrait laisser les populations admirer la tâche abattue et croire que le meilleur pour tous est bien possible. Les travaux de barrage, de traitement d'eau, de forage, d'adduction d'eau, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu villageois, progressent dans le pays avec une ampleur qu'on n'a jamais vue auparavant dans un même quinquennat. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce que le Bénin fait dans le domaine. C'est énorme, c'est réel. C'est ce que le Bénin attend de lui-même, ça. C'est ce que les citoyens individuellement attendent de leur régime, de leur équipe conduite par les élus, par les dirigeants. Faire les choses de sorte que ce qui nous a manqué pendant tant de générations, en une génération, on les règle pour les générations à venir. Patrice Talon n'a pas occulté le besoin crucial d'assainissement d'Accro-Misirité. C'est le tour de Misirité maintenant. Rassurez-vous. Parce que ce n'est pas normal que Porto-Novo déverse ses eaux de ruissellement sur Misirité. Ce n'est pas normal. Ne serait-ce qu'à cause de ça, Misirité et 3 ou 4 communes qui sont concernées par les conséquences de la modernisation des grandes villes qui sont voisines. Misirité est dans le cas, il y a 3 ou 4 communes comme ça. Et c'est déjà programmé que ces villes vont faire l'objet d'assainissement très vite. Et donc d'asphaltage. Un désir manifeste des populations. Elle ambitionne Accro-Misirité devenir une grande commune moderne. Les félicitations du chef de l'État au peuple pour le renouveau constaté se renforcent. Le point des 2 communes de Soava et de Semekodi en dit long. Je vous propose d'écouter le ministre porte-parole du gouvernement. L'exercice de ce jour qui marque l'avant-dernière journée de la tournée présidentielle a permis aux populations de Soava, de Misirité, de Semekodi enfin, de partager avec le président de la République les acquis du travail qui a été effectué pendant les 5 dernières années, pendant ce mandat, à partager, communier avec le président de la République sur ce que nous avons compris aujourd'hui, qui est notre renaissance, le moteur et le ferment de tous ces progrès que nous avons connus et des succès que nous avons engrangés. Le président de la République, à l'instar de ce qu'il a fait dans les dernières communes visitées, a sensibilisé et a démontré à nos compatriotes de Semekodi, de Soava, de Misirité, que seule la bonne gouvernance a permis d'obtenir ces résultats que la démocratie et la promotion des libertés n'ont pas suffi à engranger. Le discours est entré et ancré maintenant dans les cœurs que c'est la bonne gouvernance qui est la clé de notre succès. La sortie de ce jour a permis au président de la République de répliquer à ceux qui ont l'habitude de dénigrer notre démocratie. Il est entendu aujourd'hui, quand on voit l'engouement des populations, quand on voit les ambitions que nos populations suscitent en invitant le président de la République à poursuivre l'œuvre entamée à l'unanimité, pas une seule commune n'a une voix discordante, à conforter le président de la République pour dire que ceux qui bavardent
et qui critiquent ou qui dénigrent notre démocratie n'ont rien compris à ce qui se passe au Bénin. Ce Bénin qui est connu pour être champion dans le sursaut démocratique, pour surprendre le monde et surprendra encore le monde à l'échéance que nous connaissons, puisque tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de candidature unique, pour que la démocratie soit célébrée et pour que nous puissions débattre, ceux de la mouvance et ceux de l'opposition, opposition nécessaire, nous puissions débattre dans le cadre d'élections apaisées, dans le cadre d'élections inclusives et dans le cadre d'élections démocratiques où les projets de société vont être confrontés, vont être débattus, mais avec pour boussole principale la bonne gouvernance à laquelle toutes les forces politiques doivent se convertir pour propulser davantage notre pays. Patrice Talon a convaincu en 5 ans que le progrès, le développement sont à notre portée. Il n'y a plus de sphère taboue. Les Béninois ont démontré qu'ils ont pris leur destin en main et que ce qui leur manquait hier, qui leur manquait cruellement et qui relevait de l'hypothétique, de l'impossible, est aujourd'hui devenu réalité. Le vrai résultat, c'est que les Béninois se sont surpassés, se sont transcendés, ont intégré ce que nous avons appelé la renaissance, ont démontré qu'ils peuvent, avec peu de ressources, beaucoup d'imagination, beaucoup de discipline, vaincre la fatalité du sous-développement, rompre le cycle de la mendicité, de la main tendue et avoir des résultats prodigieux dont l'une des illustrations aujourd'hui a été le succès des emprunts obligataires que notre pays a risqué. Un pays africain, pour la toute première fois, a obtenu des résultats aussi exubérants sur le marché international. Ça fait partie des succès et des acquis du programme d'action du gouvernement. Financement public des partis politiques. Les formations politiques légalement reconnues ont reçu hier jeudi au siège de la Sénat la seconde et dernière tranche des fonds dont elles sont bénéficiaires pour le compte de l'année 2020. Lénaïk Agbazaou, Simon Villon. UP, BR et FCBE reçoivent ici des chèques symbolisant les 20% restants du montant à eux alloué dans le cadre du financement des partis politiques par l'État, et ce au titre de l'année 2020. Nous avions procédé en ces mêmes lieux le 5 novembre 2020 à la remise des chèques aux partis politiques éligibles à hauteur de 80% du montant auquel chacun d'eux a droit. À cette occasion, nous vous avions annoncé que les 20% restants vous seront remis dès lors qu'aucun recours devant les juridictions appropriées ne serait élevé contre la répartition effectuée par la Sénat. Ces fonds sont destinés au fonctionnement et à la dynamisation de l'animation de ces formations politiques régulièrement enregistrées. Je rappelle à cette occasion que les recommandations que nous avions formulées concernant la gestion de ces fonds, eh bien, que ces recommandations restent de mise pour vous éviter de vous retrouver devant des structures qui sont chargées de vérifier comment l'argent public est utilisé. Je voudrais donc vous demander de vous approprier ces textes
que nous avons d'ailleurs rappelé au cours du dernier séminaire que nous avons organisé à Boycon sur la gestion des fonds publics. Pour les partis politiques, cet accompagnement vient à point nommé, surtout en cette veille d'élection présidentielle. C'est l'occasion pour moi aussi de dire merci au gouvernement pour l'effort qu'il fournit, parce que ce n'est pas facile de mobiliser les ressources en ces temps qui sont durs. Il y a les investissements à faire dans le pays, mais malgré ça, je pense aux partis politiques. Au total, 1,5 milliard ont été débloqués pour la première et la seconde tranche de cette opération. La Sénat a procédé à la répartition de ces fonds sur la base des articles 8, 9 et 10 de la loi sur le financement public des partis politiques en République du Bénin. Parlons à présent de la troisième réunion du comité technique des experts de l'autorité du bassin du Mono qui a eu lieu à Cotonou. Les travaux de cette réunion d'experts ont pour objectif de mettre davantage en valeur le bassin du fleuve Mono. Bruno Soali, Simon Villon. Bientôt 7 ans que le Bénin et le Togo entretiennent une coopération internationale pour la gestion intégrée des ressources du bassin du fleuve Mono, une ressource naturelle qui traverse les deux pays. Le comité technique des experts, organe clé du fonctionnement de l'autorité du bassin du Mono, en conclave à Cotonou. 3 jours dédiés aux travaux purement techniques pour en tirer de grandes résolutions au profit du bassin du fleuve Mono. Il est à rappeler que cette troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin du Mono s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2014 portant statut du fleuve Mono et création de l'autorité du bassin du Mono. C'est donc le cadre juridique et institutionnel approprié pour le développement du bassin hydrographique du Mono et de sa population riveraine. Au-delà des questions techniques sur lesquelles se pencheront ces experts, la troisième session du comité technique de l'autorité du bassin du Mono sera aussi le moment de définir le plan de travail annuel 2021 et de formuler des recommandations au ministre de tutelle. Il y a donc un peu plus d'1 an que la direction exécutive de l'ABM est opérationnelle. Afin de déterminer les leviers permettant à l'ABM de relever les défis ayant motivé sa création, les rapports d'activité de cette première année d'exercice, ainsi que le plan de travail annuel et le budget de 2021 seront analysés au cours de cette session, dont les travaux des experts démarrent ce jour est prévu pour durer 3 jours. Messieurs les experts, les recommandations issues de vos travaux serviront de support au ministre de tutelle pour la prise de décision pouvant impulser la dynamique nécessaire à l'ABM pour son fonctionnement efficace. Dans son rôle d'assurer la gestion durable du bassin du fleuve Mono au moyen de la gestion intégrée, équitable et concertée des ressources en eau et en environnement, l'autorité du bassin du Mono a atteint depuis quelques années des taux d'exécution encourageants de sa feuille de route. Il me plaît de souligner à ce stade que les 12 résolutions sont mises en œuvre à 100%. S'agissant des activités de 2019, essentiellement marquées par les réunions d'information et de sensibilisation au niveau central des deux pays et à l'élaboration du PTA 2020, elles ont été réalisées elles aussi à 100%. Quant au PTA de 2020, marqué par le coronavirus, je dirais que de façon globale, sa mise en œuvre a été tout de même couronnée de succès, avec un taux d'exécution technique de 59% et un taux d'exécution financière de 57,92%. D'une superficie de 24 300 km², le bassin du Mono, un des 25 bassins transfrontaliers de l'Afrique de l'Ouest, est partagé à raison de 21 300 km² pour le Togo et 3 000 km² pour le Bénin. Cérémonie de présentation de vœux au Conseil économique et social. Les membres du bureau de l'institution, les conseillers et les représentants du personnel civil et militaire ont été conviés à cette cérémonie. Le point de Marcel Arrossi.
Sur une note de satisfaction, ils font dos à l'année 2021, celle de la réalisation à 100% presque des activités inscrites au plan de travail annuel, ici au Conseil économique et social. Le personnel civil et militaire le témoigne en renouvelant son engagement à œuvrer davantage pour de grands résultats. C'est une année nouvelle qui démarre, l'occasion de se formuler les vœux, moment privilégié de renouvellement des relations cordiales, empreinte de solidarité et de convivialité. Vœux de robuste santé, de paix profonde, de réussite, de prospérité et de bonheur. Les mêmes vœux, je les formule aux membres du bureau, aux anciens présidents qui savent toujours nous honorer, aux présidents de commissions permanentes et à tous les hauts conseillers de la République pour les affaires économiques et sociales, pour leur sincère et vibrant effort pour vous soutenir dans la réalisation de la mission républicaine dévolue à l'institution. Comme le savons tous, l'année 2020 qui vient de s'écouler a été une année particulièrement difficile pour l'humanité tout entière. Je voudrais donc, au nom de ces conseillers, de la 6e mandature de notre institution, vous formuler, Monsieur le Président, les vœux de robuste santé, de paix et de longévité à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers. Que l'année 2021 soit une année de parfaite réussite et de réalisation de vos projets. Chers collègues, mon souci majeur est de rendre le Conseil économique et social toujours plus dynamique, de renforcer sa visibilité, aussi bien à l'échelle du Bénin qu'au plan international, et d'instaurer en son sein un climat favorable à l'éclosion des énergies positives et au travail bien fait. Mon souhait le plus ardent pour cette nouvelle année est que notre institution s'illustre davantage par son dynamisme et son utilité. Que l'élection présidentielle d'avril 2021 se déroule dans la paix et la concorde a été l'une des préoccupations majeures à cette session qui a connu aussi la participation d'anciens présidents de l'institution. Sachez, mesdames et messieurs, que la liste des agences immobilières de Porto Novo s'est rallongée pour davantage se rapprocher de sa clientèle. Une agence immobilière y a ouvert ses portes. Brice Rungbo et Firmin Bassao nous en disent plus. GCA Bénin pose ses valises à Porto Novo, la ville capitale. La structure est spécialisée dans la transaction immobilière. Il s'agit de l'achat, la vente et la gestion. Comme activité phare de GCA Bénin, nous avons d'abord la gestion immobilière. La gestion immobilière est regroupée dans l'achat, la vente de parcelles et la gestion locative. Nous sommes aussi spécialisés dans les services techniques, que ce soit les morcellements de domaines et comme ça. Nous avons aussi un service d'accompagnement, d'acquisition ou même d'expertise, tout ce qui concerne le foncier. Pour ce qui est d'abord des conditions, nous n'exigeons pas grand-chose aux populations béninoises. Nous ne disons pas nécessairement il faut d'abord avoir la totalité ou bien le cash avant d'être propriétaire à GCA Bénin. Avec GCA Bénin, vous avez la possibilité de procéder à une cotisation hebdomadaire ou mensuelle pour avoir votre parcelle. Cela fait partie de l'un des produits de GCA Bénin que nous appelons parcelle BER. Parcelle BER, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de catégorie spécifique. Que vous soyez fonctionnaire, artisan, ouvrier, quoi que ce soit, vous pouvez bénéficier de ce service. Nous sommes venus pour dire que 2021 s'annonce bien à Porto Novo et qu'ils n'ont pas besoin maintenant de se déplacer jusqu'à Cotonou avant d'entrer en contact avec nous. Nous sommes beaucoup plus rapprochés d'eux pour les écouter, recenser leurs besoins et agir en conséquence. Donc ici, nous sommes au niveau du carrefour plein air, à Foufou, ici, au 2e étage. Nous sommes très bien situés, donc on est bien visible. Avec 150 000 francs, vous avez de parcelles chez nous à GCA Bénin. Ce n'est pas une fiction, c'est réel, c'est du concret.
On les amène, ils vont vérifier, ils vont apprécier et on va les aider à faire les formalités. Fort de plusieurs années d'expérience, ces opérations sont sécurisées et offrent des garanties conformément à la législation en vigueur dans le domaine du foncier au Bénin. À ce jour, elle a connu 0 litige grâce au savoir-faire et à la compétence d'une équipe jeune et rompue à la tâche. C'est 0 litige foncier qu'on a géré jusque-là, 0 litige foncier, parce que dès que tout ce qui doit être fait en amont est fait, on annihile pratiquement le risque, mais la surveillance des risques éventuels pour les litiges. Donc jusque-là, on n'a géré aucun litige foncier, on n'a géré aucun litige domanial. Maintenant, pour ce qui est des parcelles, des formalités accomplies, j'ai ça bien sur charge de tout. Pour ce qui est des clients, c'est-à-dire depuis les documents présomptifs de propriété jusqu'aux documents officiels inattaquables, nous faisons tout pour les propriétaires, pour les acheteurs, c'est-à-dire que ce soit la détention coutumière, que ce soit la détention de recasement, que ce soit la convention affirmée à la mairie, que ce soit la convention enregistrée à l'INDEF, jusqu'à le titre foncier, nous faisons tout pour les clients. Donc dès que les clients paient les frais de parcelle et les frais de formalité, nous chargeons de tout faire du début jusqu'à la fin pour le compte des clients. Donc soyez rassurés, il n'y a pas de litige parce que tout ce qui doit être fait en amont est fait. En dehors des transactions foncières, GCA Bénin s'occupe également de la location de véhicules de toutes les gammes. Le championnat d'Afrique des Nations est une compétition internationale de football organisée par la Confédération africaine de football. Tous les 2 ans, le championnat s'alterne avec la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui prête parfois à confusion. C'est ce que révèle ce reportage de FIFA et Salomé Atadedji. Si on nous parle de championnat d'Afrique des Nations, on pense directement à la CAN. On ne fait pas la différence. Aristide n'est pas le seul à faire cette confusion entre le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au cours de notre tournée, nous avons rencontré plusieurs personnes qui nous ont confié hors caméra qu'ils ne font aucune différence entre le CHAN et la CAN. Mieux, ils ignorent l'existence d'une telle compétition. Pourtant, la nuance entre la CAN et le CHAN ne fait l'ombre d'aucune confusion chez les avertis. Il y a une différence parce que la CAN c'est réservé pour les joueurs locaux et puis les joueurs professionnels, c'est mélangé. Ça là c'est seulement les joueurs locaux et puis ceux qui évoluent peut-être en Afrique. Quand on prend la CAN, tous les joueurs d'un pays sont éligibles pour jouer cette compétition. Par contre le CHAN, c'est les joueurs locaux du pays qui jouent au pays, qui sont qualifiés pour jouer le CHAN. Malgré l'existence de la CAN, il n'en demeure pas moins que le CHAN a sa raison d'être, avec un objectif bien précis depuis la naissance de la compétition en 2009. Le championnat d'Afrique des Nations, c'est une bonne chose que la CAF a initié pour permettre aux joueurs locaux d'avoir leur chance peut-être en Europe ou dans d'autres pays. En Europe, il y a les clubs, les Champions League, c'est pour permettre aux différents joueurs dans les clubs de différents pays de pouvoir s'exposer au monde entier. Le CHAN est organisé tous les 2 ans. Ce rendez-vous du football africain connaîtra sa 6e édition du 16 janvier au 7 février 2021 et se disputera dans 4 stades de Douala, Yaoundé et Limbé. Le championnat d'Afrique des Nations offrira 32 rencontres pour 16 pays participants. For the love of the game, we all come together as one Africa for CHAN 2020. Tuale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menase, merci beaucoup. L'actualité internationale ce soir nous conduit en Ouganda au lendemain du scrutin législatif et présidentiel. Les Ougandais sont impatients de connaître les résultats. Nous irons également en France, en Allemagne, puis aux États-Unis. Le récit de Rebecca Kenjaoundé. Après une campagne présidentielle et législative endeuillée par plusieurs dizaines de morts, mais présentée comme calme et tranquille par les autorités ougandaises, les populations sont impatientes de connaître les résultats officiels des 2 élections.
Ce vendredi matin, la commission électorale a publié les résultats des premiers 2,46 millions de votes dépouillés, soit 13% des électeurs inscrits sur les listes. Pourtant, le nombre d'électeurs serait estimé à 18 millions sur une population totale de 44 millions. De son côté, le candidat de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, assure avoir largement gagné l'élection présidentielle, malgré les premiers résultats qui donnent l'avantage au président sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans. Je suis très confiant. Nous avons largement vaincu le dictateur. J'appelle tous les Ougandais à rejeter ce chantage. Nous avons certainement remporté l'élection et nous l'avons largement gagnée. Le général Museveni et sa petite clique d'oppresseurs tentent encore une fois de s'imposer au peuple ougandais. Le peuple ougandais veut et doit rejeter l'usurpation flagrante de sa volonté et de sa voix. Je veux demander à tous les Ougandais de rester fermes et confiants à travers cette élection. Nous avons parlé et nous avons parlé clairement. Sur son compte Twitter, l'ancien chanteur et député a déclaré que l'élection présidentielle avait été entachée de fraude et de violence, tout en restant positif sur la situation. Les États-Unis, l'Union européenne, les Nations unies et des organisations de défense des droits ont exprimé aussi leur inquiétude sur l'intégrité et la transparence de l'élection. Une seule organisation étrangère, l'Union africaine, a envoyé des observateurs. En France, au lendemain de l'annonce de nouvelles restrictions pour freiner l'épidémie du coronavirus, le ministre de la Santé, Olivier Véran, visite le centre hospitalier de Thoix avec le maire de la ville. Ce centre servira de cadre pour les vaccinations contre le Covid-19. Après un démarrage poussif et critiqué, la campagne de vaccination va s'accélérer. Dès lundi, les personnes présentant des pathologies à haut risque, insuffisance rénale chronique, cancer sous traitement, transplanté d'organes, personnes trisomiques pourront se faire vacciner, soit 800 000 personnes supplémentaires. Cet élargissement ne remet pas en cause l'ouverture prévue de la vaccination à toutes les personnes de plus de 75 ans. Au total, 700 centres de vaccination seront ouverts lundi et seront tous en capacité de donner des rendez-vous pour les 4 prochaines semaines, a assuré le ministre de la Santé, Olivier Véran. Aussi, les conditions d'entrée en France seront parallèlement durcies et les contrôles aux frontières vont être renforcés. À compter de ce lundi, tous les voyageurs en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne devront effectuer un test avant de partir, a précisé le Premier ministre. Les personnes concernées devront par ailleurs s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours une fois arrivés en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue. Depuis ce matin. Enfin, moi, j'y suis que depuis ce matin et effectivement, j'ai réussi pour l'instant. Pendant ce temps, l'Allemagne dépasse le seuil de 2 millions de contaminations au Covid-19. Le pays le plus peuplé de l'Union européenne a répertorié 22 368 nouveaux cas d'infection sur les 24 dernières heures pour un total de 2 958 000. Il a aussi dû déplorer 1113 nouveaux décès sur la même période pour un total de 44 994. Lors d'une réunion de la direction de son mouvement conservateur, l'Union chrétienne démocrate a estimé que le virus ne pourrait être contenu qu'avec des mesures nettement durcies et a demandé une réunion des autorités dès la semaine prochaine. Aux États-Unis, Joe Biden a dévoilé ce jeudi son plan d'aide d'urgence de 1,9 milliard de dollars. Baptisé plan de sauvetage, il vise à aider les ménages, les petites entreprises et les minorités visibles qui sont parmi les plus touchées par la pandémie de Covid-19. Ce plan doit être adopté par le Congrès, mais sa taille, qui en fait un des plus coûteux de l'histoire américaine, risque de rencontrer l'opposition des républicains. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.